tout cas, merci d'avoir répondu à cette invitation pour venir assister à cette rencontre avec Jackie Schwartzman. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a 2 ans et demi, on a eu déjà la chance de l'accueillir. Et là, il a bien voulu revenir pour nous présenter son dernier roman, Bastion, mais on aura l'occasion d'en reparler. Et moi, j'avais trop peur qu'il ne veuille plus revenir chez nous, surtout depuis les inondations. Au contraire, je voulais voir ça. Voilà, et donc vraiment, c'est une chance inouïe que vous nous faites de revenir ici à Rive-de-Gier. Il faut juste que j'attrape le livre Shit. Jackie Schwartzman a sorti donc son roman Shit. Regardez, là c'était la première de couverture, qui était plutôt pas mal. Et après en poche, c'est vous qui avez choisi cette première de couverture. C'est moi qui l'ai dessiné. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. Parce que celle-ci est bien mieux. Oui, c'est vrai, mais après les couvertures, moi on me consulte. Et si vraiment je trouve ça horrible, je le dis, mais je considère que chacun a un métier et les couvertures, c'est pas le mien. Donc je leur fais confiance. Parce que vous la trouvez horrible, c'est ça? Oui. Ok. Je vais rien dire, c'est filmé, mais non, moi j'aime bien. Non, mais c'est compliqué. J'ai eu la graphiste au téléphone. Elle m'a dit, t'as un nom qui fait 10 km, il y avait le bandeau, le machin, et il y a très très peu d'espace pour s'exprimer. Voilà. Donc les livres de poche, les couvertures, c'est très compliqué à faire. Mais j'ai quand même changé parce que le personnage n'était pas pareil. Il était plus punk à chien. Ah, voilà. Et donc j'ai dit non, quand même c'est un CPE dans un collège, donc il est plutôt hyper sérieux. Voilà, une petite mèche avec une chemise, fait quelqu'un de respectable. Ouais, exactement. On va reprendre votre parcours. Oui. Donc, vous êtes né à la fin du siècle dernier. Ouais. À Besançon, ville où vous habitez encore actuellement. Oui, alors j'ai bougé. J'ai vécu 15 ans à Lyon. 2 ans, ça jette un froid, non, ça va? On en reparlera après. Un petit peu au Luxembourg et je suis revenu à Besançon depuis 5 ans. Et après une fac de philo, vous avez effectué plusieurs métiers alimentaires. Vous avez été barman, ouais. Vous avez été serveur, voilà. Conseiller qualité EDF. Ça en jette. Vous avez été aussi acheteur dans une multinationale? J'étais chez Alstom, qui a été racheté par General Electric, et j'étais approvisionneur. Donc, en fait, l'acheteur, il saoule des fournisseurs pour les prix, et moi je les saoulais pour des dates et des quantités. Et c'est ce qui vous a inspiré, cette expérience professionnelle vous a inspiré donc, votre roman Mauvais Coup? Ouais, j'ai eu une... en fait, pendant 20 ans, j'écrivais des livres mauvais, qui n'étaient pas publiés parce que je ne les envoyais pas, parce que je savais que c'était mauvais. Enfin, je prenais tout seul dans mon coin à rater des livres, et j'avais même décidé d'arrêter d'écrire parce que ça ne marchait pas. Et je me suis imposé je me suis dit, il faut quand même que j'en fasse un dernier, que j'essaie. Et en me fixant comme ligne directrice de parler de ce que je connais, et pas d'inventer des histoires de romans policiers avec des super héros. Et donc j'ai travaillé chez Alstom et j'ai regardé mes collègues et je les ai décrits dans ce roman. Voilà. Notamment le chef des achats qui s'appelait Yann, et qui était une caricature d'acheteur cynique, et il prenait son pied à saigner les petits fournisseurs. Voilà. Et j'ai beaucoup observé Yann, j'ai passé beaucoup de temps avec lui, il était aussi très drôle. Enfin, voilà. Ça a été mon modèle pour ce roman. Vous êtes donc écrivain, mais aussi scénariste pour des longs métrages.
aussi, vous êtes passionné de course à pied, puisque vous avez même participé au marathon en Corée du Nord. Ouais, à Pyongyang, ouais. Et du coup, vous aviez même écrit en revenant un livre. C'est un projet. En fait, j'ai eu l'idée et l'envie de faire ça pendant une réunion chez Alstom, justement. Parce que en fait, vous allez rire, mais j'étais approvisionneur et j'achetais des joints. Alors j'achetais des joints évidemment en plastique. On mettait sur des disjoncteurs, des sectionneurs, des trucs qui allaient même dans des centrales nucléaires. Et on me demandait ça à moi. C'était quand même. Et je me suis retrouvé dans une réunion avec des fournisseurs, dont notamment un fournisseur qui m'a interpellé. Il me dit: Jackie, t'en penses quoi toi de la matière M158? Et je me souviens, je me suis dit: c'est pas normal que quelqu'un te demande ça sur cette terre. Dans cette vie. Vous voyez, fac de philo, écrivain du dimanche, et on me demande à moi mon avis sur une qualité de matière pour un joint qui va dans une centrale nucléaire. Je me suis dit, là, il y a un truc qui est déconnant. Et surtout, je me suis dit, tu dois fuir cet endroit. Et je suis retourné à mon bureau, je me souviens très bien, j'étais déjà publié au Seuil, et ça marchait pas, j'en vivais pas. Et je me suis dit, il faut que tu trouves un projet pour te prendre un congé sabbatique, te barrer et trouver un éditeur qui finance ça. Et puis j'ai cherché assez rapidement, et je suis assez rapidement tombé sur le marathon de Pyongyang, en Corée du Nord. J'ai contacté une éditrice, les éditions Paulsen, parce que je savais qu'ils faisaient des récits de voyage un peu décalés. Et j'ai fait un mail, et l'éditrice m'a répondu au bout d'une heure: il faut qu'on se parle. Voilà. Donc je le rappelle souvent. Je suis rentré le soir chez moi, j'ai dit à ma femme: chérie, tu vas rire, je pars en Corée du Nord, à Paris. Mais ça s'est fait comme ça. Dans la journée, c'était... après, il y a eu des mois de négociations parce qu'ils ne me donnaient pas assez. Enfin bref, mais dans la journée, c'était plié. Je partais... je me suis arrêté 6 mois pour préparer déjà préparer physiquement. Et puis, donc, c'était un projet global. La course, l'entraînement, le livre, tout en même temps. Pour raconter l'entraînement, raconter tout ça. Et donc je me suis libéré en allant en Corée du Nord. Parce que je suis jamais retourné chez Alstom. Hein. Enfin, je pense qu'on est tous d'accord, quand on s'arrête de travailler 6 mois, c'est impossible d'y retourner. Enfin, en tout cas, moi, ça a été... Non, nulle part, il me cherche encore là. Non, mais en plus, j'ai goûté, après 20 ans à galérer, à rêver d'être auteur, d'avoir un quotidien d'auteur, d'en vivre. D'un seul coup, ça m'était permis pendant 6 mois. Donc c'était impossible d'y retourner. Bon, puis j'ai eu la chance, ça a commencé de marcher à ce moment-là. Oui, parce que vous avez obtenu le prix Transfuge du meilleur polar en 2017 avec Demain c'est loin. Meilleur espoir. C'est ouais. Meilleur espoir. J'étais un enfant. C'était le tout début. C'était le tout début, ouais. Avec l'histoire de François Fellman, pas le chanteur. Oui, voilà, l'autre. Un autre, ouais. C'était mon premier roman au Seuil, ça. Et en fait, le premier livre qui me fait vivre, c'est Shit. Et avant cela, je vivais très bien, je vivais plutôt pas mal de projets qui se font pas dans le cinéma et les séries télé. Parce qu'on est payé pour des trucs qui vont pas au bout. Pourtant, avant Shit, il y avait eu Casso et ce roman n'a pas bien marché. Si, mais pas beaucoup moins. Shit s'est vendu 3 fois plus que Casso. Et donc, parallèlement à ça, je faisais des scénarios pour des séries télé, pour des films. Et encore une fois, c'est normal que c'est très souvent que les projets ne vont pas au bout. Il y a un projet sur 100 qui passe, en tout cas en série. Donc je n'ai fait 99. Mais c'est la règle, il ne faut pas le prendre sur soi ou se vexer. Ça se passe comme ça, quoi. Voilà. Mais tout s'est enchaîné pour vous, parce qu'en 2023, vous sortez quand même ce livre à destination du public ado qui s'appelle Plan de vol. Je
je vous le recommande. Et puis, donc, il y a eu la sortie de Sheet qui a eu, Ouais, la même année. qui a eu quand même un énorme succès, puisque vous avez obtenu un prix prestigieux, qui est le prix le prix du meilleur polar européen du magazine de Point. Ouais. Il y a peu de prix dans le polar, mais celui-là est pas mal. Ouais. J'ai fait des jaloux. Oui. J'étais très content. Ben, c'est normal. En 2024, vous sortez de nouveau pour le public adolescent le théorème du kiwi. Pareil, il faut absolument le lire. Vous sortez donc un diptyque, donc 2 bandes dessinées à 6 mois d'intervalle, donc Habemus Bastard, qui raconte l'histoire d'un voyou qui se cache derrière une soutane. Donc c'est en 2 tomes. Oui. Voilà. Et puis là, depuis 15 jours, vous venez donc de sortir ce roman qui s'appelle Bastion, qui se trouve dans les bonnes librairies et les bonnes médiathèques. Voilà, c'est le petit dernier, ça qui est... Et donc, ça se passe toujours là où je vis ou là où j'ai vécu, mais des endroits que je connais. C'est un peu un confort pour moi, mais c'est surtout un souci de réalisme. Ouais, je veux que... quand je fais des passes Sheet, ça se passe à Planoise, c'est la cité où j'ai grandi. Je pense que le lecteur se dit... il connaît. Voilà. Je parle même pas de qualité du livre, c'est pas ça. Mais on se dit, oui, bah là, on y est vraiment. On est avec le narrateur dans cette cité. Et donc, du coup, vous pouvez suivre mes déménagements dans tous ces ouvrages. Et après, oui, j'aime pas écrire des scènes dans des endroits que je ne connais pas. Dans Demain c'est loin, notamment à la fin, il y a une partie qui se passe à Alger, où je ne suis jamais allé. Donc c'était un vrai problème. Donc j'ai fait des scènes qui sont à l'intérieur. J'ai fait des scènes qui sont à l'extérieur, mais j'ai regardé un peu les rues comme ça sur des images internet. Donc j'ai un peu triché, mais c'est marrant parce qu'il y a une fois une dame qui m'a dit on voit que vous connaissez bien l'Algérie. Voilà, je lui ai quand même dit que j'y étais jamais allé. Mais c'est une exception à ma pratique, justement. Ouais. Et vous écrivez tout le temps à la première personne du singulier. Là aussi, ouais. C'est un parti pris. Non, j'arrive pas à écrire. J'ai déjà essayé d'écrire à la 3e personne, ce qui m'arrangerait en termes de narration, parce que je pourrais du coup montrer le point de vue d'autres personnages. Mais j'ai un blocage. J'essaie. Très souvent, j'essaie. Et c'est pas fluide, enfin, non, c'est mal foutu, je sais pas faire. Donc je suis condamné à écrire à la première personne. Mais du coup, ça me plaît vraiment, j'aime bien effectivement être dans la tête du narrateur. Et pour le lecteur aussi, on est... Oui, parce que vous savez que les lecteurs, nous, on aime bien être le plus proche de vos personnages. Ouais. Et d'ailleurs, je voulais vous demander quel est votre personnage principal préféré. Ah, dans tout ça, là? Oui. Pour en choisir qu'un seul. Bon, bah, je réfléchis pendant qu'on discute. Et... Non, je sais pas. Je ne sais pas parmi ses enfants. Les enfants, je pourrais choisir, mais là... Mais c'est Dubosc qui a dit un truc marrant là, à la remise des Césars. Il dit je dédie César à mon enfant préféré, il se reconnaîtra. Ça c'est super pour mettre une bonne ambiance. Non, je sais pas. J'aime bien le personnage d'Ernest du théorème du kiwi parce que j'ai été ce jeune garçon qui a un projet artistique en tête et qui est confronté à une société où un projet professionnel artistique, c'est une aberration, quoi. Je me suis heurté à toute une famille qui dit quoi, écrivain? Enfin, c'était lunaire comme choix, mais ce que je comprends, hein. J'ai une de mes filles qui a évoqué la possibilité d'être écrivain. Il n'y a pas longtemps, je me suis fâché, quoi. Je me dis, pas de ça chez nous. Donc voilà, ce personnage de ce gamin qui veut
14-15 ans, qui est au tout début d'une vie avec plein de choix possibles, des bons, des mauvais, j'ai été ce garçon. On va parler maintenant de Bastion qui vient de sortir. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé de l'intrigue? Alors le héros est un monsieur qui s'appelle Jean-Marc, qui est un vieux garçon sans enfant et qui est fraîchement retraité, qui s'emmerde un peu. Et il a une particularité, c'est que son meilleur ami, qui s'appelle Bernard, ils se connaissent depuis toujours. En fait, Jean-Marc passe sa vie à rattraper les conneries de Bernard. C'est son meilleur pote. Et la dernière en date, c'est que Bernard se lance dans le militantisme et il intègre l'équipe de campagne d'Éric Zemmour pour les présidentielles de 2027. Alors c'est en région Rhône-Alpes et il est chargé de trouver des parrainages, des fameuses 500 signatures. Voilà. Et donc Bernard dit à Jean-Marc, tu veux pas venir avec moi parce que c'est chiant tout seul. Et Jean-Marc est socialiste. Il en reste un peu et il reste Jean-Marc. Et qui accepte quand même d'accompagner son pote en se disant il va encore faire traîner avec n'importe qui. Donc il l'accompagne et effectivement il s'aperçoit que les nouveaux amis de Bernard ne sont pas très fréquentables. Et prépare il soupçonne des attentats en prévision, en préparation. Voilà. C'est le point de départ du roman. Et donc je me suis amusé à, déjà pour casser le roman précédent, le héros qui avait 27 ans, 28 ans, donc un peu jeune. Et là j'ai pris un personnage plus vieux, en retraite, socialiste, ça fait quand même beaucoup pour une seule personne, et qui est confronté à la mouvance d'ultra-droite à Lyon. Voilà, j'aime bien ce... C'était pas politique quand même. Comment? C'était pas politique. Un petit peu. Pardon. Il y a alors pas... un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Ouais, un petit peu quand même. En fait, mon personnage, sa théorie, c'est que à partir du moment où on doit être élu, on est obligé de mentir. Quel que soit le bord politique, c'est un passage obligé. Donc du coup, il rejette un peu tous les politiques, quel que soit leur bord. Et sa grande théorie, c'est qu'il faudrait qu'on soit... que les décideurs, les hommes politiques soient tirés au sort comme des jurés. Voilà. Je vois que ça... Il y a une intrigue à l'intérieur de votre roman. Tout à fait, il y a une intrigue, il y a des attentats qui se préparent. Comment? On ne veut pas la savoir, parce que sinon... Non, mais c'est un bon policier, donc il y a quand même tout un chemin. Mais il y a cette idée pour lui que l'idéal, ce serait un tirage au sort et que... à la place du service militaire, on pourrait faire un service civique où tous les citoyens sont formés pendant un an à l'ENA ou à Sciences Po et ils sont tous capables de... C'est la fameuse phrase d'Aristote qui dit qu'un bon citoyen doit être capable d'être gouverné et de gouverner. Voilà. J'ai quand même fait une fac de philo et je suis content de placer ça. Alors c'est totalement utopique, ça n'arrivera jamais, mais c'est le rêve de Jean-Marc. Est-ce qu'on peut parler de la loyauté de Jean-Marc envers son ami Bernard? Envers Bernard, oui, ils sont... la scène d'ouverture, enfin, leur amitié naît, de... Parce que ils sont vraiment devenus amis à 5-6 ans. Jean-Marc se faisait taper par un espèce de gitan dans la cour de récré. Et Bernard a sauvé son ami, il s'est interposé, il s'est battu. Et il a mordu le lobe d'oreille de l'autre. Il l'a tellement mordu qu'on l'a jamais retrouvé et qu'il l'a certainement avalé. Et donc Jean-Marc dit régulièrement, il y a un lobe d'oreille entre nous. Voilà. Il lui doit vraiment ce... Et pour l'anecdote, mon père a fait ça. Là, mon père a mangé le lobe d'oreille d'un gars qu'il avait un peu trop emmerdé à l'école. Et il m'a raconté ça, et alors, oui, il était en primaire. Hein, quand il me racontait ça, je disais, mon père mange des morceaux de quelqu'un. Donc c'est une histoire qui m'a un petit peu, une anecdote qui m'a quand même marqué. Et je passe ma vie, les auteurs, à mon avis tous pareils, à récolter ce genre d'anecdotes. Et
à se dire, ah, tiens, je vais recycler ça dans un livre. En tout cas, moi, c'est une attitude permanente d'écouter, de regarder ce qui se passe pour le recycler. Oui, parce que vous vous inspirez du quotidien, mais aussi des gens que vous rencontrez. Mais des fois, on peut se demander où est-ce que vous allez chercher toutes ces idées, c'est-à-dire tous ces personnages. Plan de vol, il faut quand même qu'on vous dise que le héros est un pigeon. Donc c'est quand même voilà, improbable. Mais on s'attache à Tim et son ami Ernest. Donc voilà, mais il y a d'autres personnages hauts en couleur, même Lucien dans Abémus Bastard, qui est ce voyou qui a tous les défauts, on pourrait penser, et à la fois il est très attachant. Donc où est-ce que vous les trouvez ces personnages? Je sais pas, dans les. Alors pour le pigeon c'est particulier parce que quand je suis allé en Corée du Nord, je suis parti avec une amie qui était journaliste à l'époque et qui a exactement la même passion que moi dans la vie, c'est de se moquer d'absolument tout le monde en permanence. Donc on est partis les deux dans ce pays où les gens qui sont interdits sont les écrivains et les journalistes. Et on s'est retrouvés donc, en Corée du Nord à devoir se prosterner devant les statues de Kim Jong-il et de Kim Il-sung, à peu près toutes les 5 minutes. Et il fallait surtout pas rire. Parce que là, c'est vraiment l'affront dangereux. Donc j'étais avec cette Clémentine qui est à moitié cinglée. Je lui disais, tu te mets là-bas, on ne se regarde pas. Et voilà, ça c'est pour l'anecdote. On a une relation très basée sur l'humour et les vannes. Et donc elle a lancé une collection jeunesse chez Faction. Et elle m'a dit, je voudrais que tu me fasses un roman. Alors elle m'a dit, on fait une collection jeunesse hyper punk, iconoclaste, on prend pas les ados pour des cons. Et plus c'est trash, plus je suis contente. Voilà. Donc elle m'a dit ça à moi. Et j'avais pas trop d'idées, pas forcément envie de le faire aussi. Et un peu pour la provoquer, j'ai eu cette idée de pitch. Je lui dis, bah écoute, c'est un adolescent pigeon dont la seule passion est de voler en rase-motte pour pouvoir chier sur des chauves. Voilà. En volant. Et puis cet adolescent doit prendre un peu son autonomie parce que ses parents le virent du nid. Et il trouve refuge chez un dealer qui fait pousser de la bœuf chez lui. Et le pigeon mange des boulettes de bœuf parce qu'il a faim. Et ça le rend intelligent. Ouais, donc il réussit, il peut communiquer avec le dealer. Donc le dealer est défoncé et le pigeon est upgradé. Et donc voilà, le pigeon se dit, tiens, c'est bizarre, un humain qui me comprend. Et le dealer, tout défoncé, se dit, c'est quand même bizarre, je suis en train de parler avec un pigeon. Et ils deviennent amis. Et donc je propose ça à Clémentine. Je dis, ok, je te fais un polar pour ado, mais l'histoire c'est ça. Et comme elle est à moitié cinglée, elle a dit, c'est génial. Et du coup, je l'ai fait. Voilà. Et pour shit, l'histoire de ce CPE qui trouve donc, des kilos de shit dans l'escalier. Alors le point de départ, oui, c'est un fait divers, c'était à Grenoble. J'avais vu passer ça, c'est des dealers qui squattaient le local technique d'une crèche. Ils ont commencé à se bastonner avec les papas de la crèche. Ce que je peux vraiment comprendre en tant que papa. Et ça allait assez loin, la mairie a dû faire fermer la crèche, enfin il y a eu tout un bit. Et donc moi je me suis, encore une fois, mon attitude permanente c'est de me dire tiens, qu'est-ce que je peux faire de ça? Et j'avais imaginé que les papas changent les serrures et vendent le shit pour les bonnes œuvres de la crèche. En me disant que ça gagnerait peut-être un peu plus que des gâteaux. Et voilà, j'avais l'idée de départ, c'est-à-dire de mettre un amateur en situation de dealer, d'avoir une quantité de drogue tombée du ciel. Et après, ça évolue, donc là, je me suis fixé sur ce projet. Donc ça parle de stupéfiants, donc forcément, je suis obligé de situer l'action dans une cité. Et du coup,
je suis obligé de la situer dans ma cité puisque je la connais. Donc ça s'est fait comme ça. Et après, j'ai évolué vers un personnage de CPE. Parce que j'ai aussi été pion plus jeune et j'ai beaucoup côtoyé, je travaillais pas mal avec la CPE, donc j'avais une bonne vision de ses missions et de son quotidien. Voilà, c'est né comme ça, et donc ce CPE trouve 100 kg de shit. Et il regarde sa feuille de paye, le prix du shit, voilà. Mais à la différence qu'il trouve ça avec une voisine et il décide de redistribuer l'argent aux pauvres de la cité. C'est pas un énième roman ou une énième histoire de deal. C'est un Robin des Bois du shit, et lui est communiste. Voilà. Donc le personnage d'avant était communiste, celui-là est socialiste. Donc le prochain... ben voilà les idées pour Bastion. L'idée, j'avais vu un documentaire sur un gars qui justement récoltait des parrainages pour Éric Zemmour aux présidentielles précédentes. C'était un petit truc de 2-3 minutes. Et le gars, c'était marrant parce qu'il avait un costume de représentant. Il avait des prospectus vraiment de Zemmour. Il avait une voiture de fonction et puis il le filmait, il se faisait virer par tous les maires qu'il allait voir. Et à la fin, il l'interviewait, puis il se plaignait, il disait ouais, c'est dur. Et j'ai trouvé qu'il était touchant. Il n'arrivait pas à vendre son Zemmour. Et je me suis dit, touchant, et effectivement, je me suis dit, c'est un personnage intéressant. J'imagine une solitude, le gars qui dort dans des Formule 1, qui mange tout seul dans des restaurants de zone commerciale, et qui n'arrive pas à vendre son produit, qui est un peu particulier. Le point de départ, c'est ça. Alors après, ça a évolué, on réfléchit, on travaille. Voilà. L'humour est toujours et omniprésent dans vos romans, enfin même la bande dessinée. Mais que ce soit pour ados ou pour adultes, il y a toujours beaucoup d'humour. C'est acerbe, c'est tranchant, c'est politiquement incorrect, mais ça fait du bien. Bah ouais, je sais pas, enfin je peux pas m'empêcher, en fait. Je sais pas, je saurais pas écrire autrement. Et par exemple là, à l'heure des réseaux sociaux, avec donc MeToo, le wokisme, est-ce que du coup vous réfrénez dans l'écriture ou en fait vous dites que finalement non, vous en foutez et vous allez gratter là où ça fait mal? Non, je fais de pire en pire en fait. Plus j'entends, on ne peut plus rien dire, plus je dis des trucs pires. Parce que déjà je m'en fous. Oui, parce que vous avez le droit, ce sont des fictions, donc là ça passe mieux. Non mais même c'est une question d'intention. J'ai pas de mauvaise intention. Et je pense que ça se sent. J'écris pas avec de la colère, etc. Et j'ai entendu récemment une interview de Guillaume Meurice qui revenait sur la sortie qu'il avait eue sur Netanyahou et qui lui a valu d'être viré de France Inter. Et il dit exactement la même chose. Il dit je suis peut-être allé trop loin, il y a des gens qui pensent que je suis allé trop loin, je peux l'entendre, etc. Mais c'est un problème d'intention. Et il expliquait, il dit si vous prenez mes 100 dernières chroniques, il n'y en avait aucune qui parlait d'Israël ou qui était anti-juif et antisémite. Et il dit voilà, moi je suis un pitre en fait. Et donc on ne peut pas me reprocher ça. Et je pense qu'il a, raison sur ce point-là en tout cas. Et vous êtes d'accord, comme Coluche disait, on peut rire de tout mais pas avec n'importe qui? Oui, c'est sûr qu'il y a des... si vous faites des vannes sur un drame à des gens qui viennent de le vivre, c'est compliqué. Mais oui, moi je pense qu'on peut effectivement rire du tout. Ouais. Et c'était d'ailleurs un peu une blague avec... j'ai fait une rencontre il y a quelques années avec Marin Ledin et un autre auteur. Voilà, Pascal Dessin. Et on nous posait cette question et on se disait mais si en fait on peut. Et l'idée a germé comme ça de dire j'ai dit que moi je pourrais faire une comédie populaire et familiale sur la pédophilie. Tu vois que là ça
Mais c'est possible, et c'est mon prochain roman qui sort. J'ai un roman qui sort dans un an. Alors ça a évolué, c'est pas complètement sur la pédophilie. Mais en tout cas, il y a un pédophile dans l'histoire. Et encore une fois, c'est une histoire d'intention et qu'il n'y ait pas de mauvaises intentions, qu'il n'y ait pas de haine dans les bouquins. Et je pense que ça se ressent et que du coup. Mais après aussi, l'idée c'est de faire un truc si possible intelligent et sur le thème. Moi, c'est un tueur à gages qui est embauché par un client pour tuer son abuseur quand il était gamin. Donc le pédophile qui abusait de lui. Et puis le client a une cinquantaine d'années et puis il dit mais moi je paye un supplément parce que je veux être là. Alors le tueur à gages dit c'est quand même ça se fait pas trop mais bon c'est un gros supplément. Et puis après il lui dit mais c'est tout, il dit non c'est pas tout, je veux lui couper la bite. Alors bah ouais mais là moi ça m'arrange pas, enfin voilà, je fais un truc un peu une farce. Et en fait il retrouve cet abuseur qui a plus de 95 ans, qui est dans un EHPAD et puis qui a perdu la boule. Voilà, donc le tueur dit mais non mais ce contrat n'a plus de sens, je ne tue pas quelqu'un qui ne sait même plus comment il s'appelle, qui a perdu la mémoire. Voilà, donc c'est une façon d'interroger un peu la notion de prescription, des choses comme ça. De façon légère et décalée. Il sort quand ce roman? Ça sort en janvier prochain à la Manufacture de Lille. Et voilà, je me suis beaucoup amusé à faire ça. Et je sais pas, voilà. Et depuis votre prix, le prestigieux prix Point Polar, vous avez eu à Lyon, est-ce que ça a changé votre façon d'écrire, la sollicitation aussi? Est-ce que votre éditeur vous met la pression, une pression mercantile? Vous voulez dire il faut absolument qu'il y ait un roman toutes les années qui sort comme Amélie Nothomb? Non, vraiment pas. Au contraire, l'éditeur il dit qu'il faut trouver un rythme où les lecteurs doivent se dire quand est-ce que sort le prochain, mais il ne faut pas que ce soit non plus trop fréquent, sinon les gens peuvent se lasser. Donc c'est 18 mois, 2 ans. Et en fait, moi je suis parti. Là, en tout cas, c'est par période. Là, j'en fais un par an. Il se trouve que j'en fais un par an là. Donc ça vient de sortir. 2026, j'en ai un. 2027, j'en ai un. Mais c'est un peu aussi des hasards d'agenda. Parce que là, je fais aussi j'ai aussi des projets de scénario de bande dessinée et de cinéma. Donc si ça se trouve, après, pendant 2-3 ans, je ne pourrais pas faire de roman. Donc là, j'en profite. J'ai une fenêtre de tir, des idées, j'y vais. Et de bonnes idées. Non, je connais sur l'histoire de la pédophilie. Et du coup, ce prix a dû être vraiment très important pour vous parce qu'il a été remis par vos pairs et par voilà, le milieu des auteurs aussi de polar, journalistes, etc. Est-ce que, je sais que c'est aussi une revanche parce que j'ai lu que vous disiez que vous étiez un cancre quand vous étiez petit. Ah, oui. Et on a du mal à imaginer, on se dit mais c'est pas possible. Et à la fois c'est une revanche sur justement toutes ces années où c'était la galère à l'école. Moi j'ai redoublé 3 fois avant le bac. J'allais au lycée, je me garais sur le parking des profs en voiture. C'était une catastrophe. Et la fac de philo, tout à l'heure vous avez dit que j'ai fait une fac de philo, j'ai souri parce que je me suis inscrit. La première année, j'ai fait la première année, et puis la deuxième année, j'ai décidé que je me suis dit non mais en fait t'es auteur, arrête de... Donc, et puis en plus j'étais le seul qui avait un appartement dans ma promo. Donc mon appartement s'est transformé en bar clandestin assez vite et pendant assez longtemps. Mais du coup oui, d'avoir un prix, moi c'était mon doctorat un peu que j'ai eu comme ça, et c'était très émouvant parce que c'était à Quai du Polar à Lyon là, où je me rends demain. Il y a vraiment, les gens croient que c'est à Lyon mais en fait c'est à Paris. Il y a tout Paris est là en fait, le monde de l'édition, les
attachés de presse, les relations libraires, les éditeurs, les auteurs, les journalistes. C'est vraiment le monde du polar est là, et donc de recevoir ce prix devant tous ces gens, effectivement, ça fait quelque chose. En plus, moi je voyais les têtes, on est tous copains en fait. Et donc et en plus le polar, il y a quand même un côté famille. On est vraiment, ce que j'ai dit dans mon discours, on est vraiment une famille, et j'ai reçu plein de messages de félicitations quand le prix a été annoncé. Et le message qui m'a le plus touché venait de François Medellin, qui m'a envoyé un texto en me disant gros bâtard. Et ça résume tout à fait notre univers, notre monde et nos relations. Voilà. Et c'était peut-être le message le plus sincère que j'ai reçu. Mais voilà, j'ai dit ça dans mon discours parce que vraiment ça parlait de nous, ce gros bâtard. Mais effectivement, c'était très très émouvant. Ouais. Si vous voulez retrouver tous, donc demain, enfin vendredi, parce que normalement le festival Quai du Polar commence vendredi, c'est vendredi, samedi, dimanche. Tout à fait, oui. Je ne sais pas si vous connaissez ce festival qui est très important, avec des auteurs français et internationaux aussi. Je crois qu'on est 200 auteurs. L'année dernière, il y a eu 100 000 visiteurs en 3 jours. Donc je pense que c'est le plus gros salon d'Europe, enfin de France, c'est certain, et peut-être d'Europe en polar. C'est vraiment notre... faut y être, quoi. C'est où? C'est à Lyon. À la Bourse, ouais. C'est à Cordeliers, en plein centre, à Bordeaux. Enfin voilà, mais ça n'a pas changé, en revanche, la façon d'écrire. Vous voyez, alors il y a Demain c'est loin. C'est celui-là. Avec François Feldman. Avec François Feldman, voilà. Mais ça fait 6 ou 7 ans que c'est en projet. On en est à la version 16 du scénario, donc c'est pas fini, mais c'est très compliqué à monter. Casso, ça a été hyper bien parti au tout début. Puisque Casso, le personnage principal, est le sosie de Mathieu Kassovitz. Il se fait passer pour lui. C'est un arnaqueur, et très vite, j'ai lu Antoine Decaune qui voulait réaliser, avec Kassovitz qui était d'accord pour jouer son sosie. Moi, je devais écrire le film avec Laurent Chalumeau, et il y avait Canal+, ce qui est quand même un bon départ. On a fait une réunion de travail d'ailleurs avec Kassovitz, avec Decaune, c'était très bien engagé. Et puis le producteur s'est retiré, il y a eu une engueulade, j'ai pas tout suivi, le producteur s'est retiré, et c'était il y a 3 ans, et il ne se passe plus rien. Voilà, on est en attente des producteurs. C'est pas trop décevant, justement, que ça avance pas. Ah bah là si, parce que moi je me voyais changer de véhicule, voire d'appart. Non, mais c'était vraiment super décevant, parce que en plus moi ce roman, Kassovitz, c'est ma génération. Moi j'ai 53 ans, j'ai vu La Haine au cinéma quand c'est sorti, enfin ça me parle énormément. Donc déjà de me retrouver avec lui en réunion, j'étais à 2 doigts de prendre des selfies, parce que évidemment je ne l'ai pas fait. C'était son sosie. Mais ça se trouve c'était pas lui, voilà. Mais c'est bien parti, mais comme Casso était bien parti. Donc Un tournage pour la télé, pour le cinéma. ce sera le cinéma, là, un long métrage, ouais. Donc et puis la BD aussi, là c'est en train de se vendre pour Netflix, mais aux États-Unis. Donc ce sera un projet en langue anglaise, auquel du coup je ne participerai pas. Quand Netflix USA prend un truc, puis qu'il y a un petit français qui traîne, je vais dire non mais tu te dégages, tu vas nous laisser faire notre travail. Là, à aucun moment il était question que je sois scénariste là-dessus. Et je ne sais pas si j'aurais eu envie. Je parle pas anglais aussi, donc ça aurait été compliqué, quoi. Et Bastion, pour l'instant. Ah non, Bastion, pour l'instant il n'y a rien, il est sorti il y a 2 semaines, il n'y a pas de...
il n'y a pas encore de retour là-dessus, hein, de proposition. Ouais. Et dans tous vos romans, je trouve que la musique est omniprésente aussi. Il y a 2 ans et demi, je vous avais posé cette question parce que dans Casso, il y a quand même pas mal de titres qui ont été élus. Lui, on a grandi avec cette musique-là. Et par contre, j'étais surprise parce que je trouve que sur Bastion, à part, vous parlez que d'Alain Souchon, et à part Alain Ouais, Souchon... c'est un peu moins rock'n'roll. Ah oui, non, ouais. c'est pas rock'n'roll, vous parlez de... c'est la musique est pratiquement passée sous silence. Ouais, c'est vrai, c'est peut-être dans tous mes romans, j'adore évoquer des chansons que j'aime, ou que voilà, les personnages sont tout le temps en train d'écouter de la musique. Et là, pour Bastion, je ne l'ai pas fait, ouais, mais en revanche, ça m'a amusé de faire un personnage qui est super fan d'Alain Souchon. Parce que ça n'existe pas en fait, les super fans d'Alain Souchon. Et personne n'avait de poster d'Alain Souchon dans sa chambre. Si. Si, moi. Non, mais c'est une blague que j'ai mis dans d'autres romans. Il le dit, personne n'a ouvert le bal à son mariage avec il y a de la rumba dans l'air, quoi. Enfin, mais le personnage dit non, mais il est sous-coté. Les gens ne se rendent pas compte à quel point Souchon est un chanteur à texte important dans le paysage français. Il est injustement vu comme un mec qui fait de la variété. Voilà. C'était le moment Souchon. Non, mais je le pense en plus, ça. Je le pense sincèrement. Et il y a Souchon, c'est à peu près 85 tubes qu'on a tous en tête. Et je trouve qu'il est injustement vu comme un gars qui fait de la variété. Ouais. Et quand vous écrivez en musique? Ouais. Je mets un casque et de la musique à fond. Et souvent de la musique électro. Enfin, j'écoute pas Souchon. Voilà. Ni Jacques Brel, il faut que mon cerveau soit. Donc ça peut être de la musique classique, ça peut être de la techno, ça peut être du. Et c'est jamais chanté? Sans parole. En anglais, ça va. Et j'aime bien des trucs que je connais. C'est quand même très souvent que j'écoute tout le temps la même playlist. Je la connais par cœur, je connais les enchaînements, et ça me fait une routine, un truc qui me perturbe pas, mais qui me donne parfois de l'énergie. Il y a certains passages où je me mets des chansons qui sont pour un peu plus de peps, parce que j'en ai besoin à ce moment-là. Voilà, mais dans Bastion, il n'y a pas beaucoup de musique, ouais. Et là, tout à l'heure, vous parliez de vos amis, collègues du Quai du Polar. Est-ce que vous pouvez nous donner vos derniers coups de cœur, justement, roman policier? Ah bah oui, c'est Bleu, Blanc, Rouge, de Benjamin Dierstein, qui a fait un polar de 800 pages sur l'époque giscardienne. Ça se passe en 78-79. Et les personnages, on voit défiler Broussard, Ottavioli, Messrine, Action Directe, Mourouzi, enfin voilà. Alors moi j'étais petit à cette époque-là, mais je trouve que c'est une période fascinante. J'ai d'ailleurs préparé j'avais un projet de bande dessinée qui ne se fera pas autour de l'assassinat de Jean de Broglie, je ne sais pas si ça vous parle, qui était un député qui a été assassiné de 3 balles dans la nuque en 76. Et c'était un peu. Ce qui était particulier, c'est qu'il était député et beau-frère de Valéry Giscard d'Estaing, président en exercice. À l'époque, je trouve qu'il se passait des trucs un peu. C'était vivant, quoi. Enfin, mauvais jeu de mots. Oui. Enfin, c'était rock'n'roll, voilà, plutôt, c'est ça. Il y avait de l'action. Il y avait de l'action. Et dans Bleu, Blanc, Rouge, on voit aussi l'assassinat de Robert Boulin, qui est un ministre qui est mort 3 ans plus tard, certainement assassiné par Pasqua, enfin, par les hommes de Pasqua, évidemment. Enfin, voilà, c'était une période quand même qui n'est pas si lointaine et qui était. C'était sport, quoi, la politique. Voilà, donc c'est mon coup de cœur de cette année.
Et il a eu le prix du Landerneau d'ailleurs il y a peu de temps, là, il y a 2-3 semaines. Vous pouvez rappeler son nom? Dirstein. C'est D-I-E-R-S-T-E-I-N. Mais on va l'acheter à Benjamin. Rive de Gilles. Ainsi que l'intégrale de Souchon, bien sûr. Voilà. Et alors pour info quand même, ça fait 800 pages et c'est le premier tome, il y en aura 3. Ah mais ça se dévore, je vous assure. Comment? C'est une trilogie. Voilà, exactement. Et c'est pas que un documentaire sur les années Giscard, c'est aussi un vrai polar. On a envie de connaître la suite. Il n'y a pas du C'est romancé? C'est une fiction, oui, c'est romancé. Il y a très peu d'humour. Hein. J'ai souri 2 fois. Si, enfin moi, il y a plein de choses qui me font marrer. Il y a des dialogues, il y a des choses qui me font rire, mais c'est vraiment un polar, thriller politique pur et dur. Quoi. Et quels sont vos projets actuels? Alors, je vais faire une comédie populaire et familiale. Donc, il y a ce roman-là, Le Tueur, qui sortira en 2026. Et là, je travaille à mon prochain roman pour Le Seuil, qui sortira en 2027, donc, sur... c'est une arnaque à France Travail. Donc c'est Pôle emploi, hein, dorénavant ça s'appelle France Travail. Et à Bastia, en Corse. Là, je me suis dit, qui mieux que des Corses peuvent arnaquer Pôle emploi. Non, mais plus sérieusement, j'avais cette idée, ce pitch de départ de détourner l'argent de la formation professionnelle. C'est pas du vécu. En fait, c'est ça. Non. Mais en fait, c'est vrai. On peut détourner l'argent des formations professionnelles en étant un peu malin très facilement. Et donc mon personnage fait ça, et il se trouve qu'au moment de l'écriture, j'ai été invité en résidence en Corse, dans le Cap Corse, dans un village. Et je pars du principe que si je suis invité, il faut que je que je fasse un cadeau en échange, donc mon roman se passera là-bas. C'est Rive de Gilles, prochain. Bientôt. Comment Ce sera Rive de Gilles, prochain. Bientôt arrive le Gilles. Pourquoi pas? Je parlais de résidence. Hein. On a un Ça grand peut être local au intéressant. rez-de-chaussée. Oui, ça peut être Mais je vais intéressant. rester 2 semaines ici là. Mais je vous assure, il y aurait du choix. Non, mais j'en doute pas. Mais du coup, voilà, le titre ce sera Corse Travail. Corse Travail. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai des amitiés maintenant à Bastia et au Cap Corse, suite à cette résidence. Et j'expliquais le patron de l'association un peu qui me faisait venir, je lui ai expliqué mon projet d'arnaque à France Travail. Et puis il a rigolé, il m'a dit, mais tu te fous de moi, mon beau-père c'est le patron de France Travail Bastia. C'est fou. Hein. Donc du coup, j'ai passé 2 heures avec ce monsieur. On a bu un café, je lui ai raconté mon projet. Et puis il a rigolé, il m'a dit, c'est pas une fiction, c'est un documentaire. Et il m'a confirmé qu'il y avait une faille. Voilà. Et enfin voilà, je suis très très content d'être allé en Corse un peu par hasard. Vous êtes vite reparti? Comment? Vous êtes vite reparti? De là-bas? Oui. Ouais, mais j'y suis retourné, j'étais la semaine dernière. Ah, bah, c'est bien. Parce que j'ai gagné le prix des collégiens de Corse pour le théâtre du kiwi. Donc j'ai passé une semaine là-bas. Oui, j'ai vraiment un métier galère. Hein. C'est des plans pourris. Non, c'est... Voilà, et donc c'est le prochain. Le personnage est un scénariste raté. Voilà, qui vit à Paris et qu'on a tellement marre des projets qui ne se font pas, qui trouve l'occasion d'aller s'installer à Bastia pour une résidence d'auteur. Vous voyez, je prends les bouts de ma vie, puis je fais un Tetris et ça donne des bouquins. Quoi. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous lire un petit extrait? Alors, oui, j'ai proposé, ça a l'air d'être improvisé, mais pas du tout. Ah bah oui, pourquoi pas. Non, mais je lui proposais de lire justement le début de ce roman. Bah non, mais en fait, c'est un test en grandeur nature. Hein. Je vais voir si ça marche ou pas.
Donc ça s'appelle Corse Travail. Et ce livre est dédié à toutes les victimes de la Magagna. Vous savez ce que c'est? Non. Bah, c'est se foutre de la gueule des gens au bar, au comptoir. C'est chambré, quoi. Tout le temps en train de vanner, de se moquer des autres. Et j'en ai été victime là-bas. J'ai aussi rendu quelques coups dans ce sport. Et c'est la première partie qui s'appelle La Grande Vadrouille. Et avec une citation. Donc je mets toujours des citations en début de partie. Et là, la citation, c'est « Les riches, c'est fait pour être très riches, et les pauvres, très pauvres ». Et c'est de Gérard Houry dans La Folie des grandeurs. J'aime bien mettre des citations un peu décalées, qui ne soient pas des grands auteurs. Voilà. Donc dans le Chip, par exemple, j'avais cité Mike Tyson, des choses comme ça. Donc j'y vais. Oui. Alors, chapitre 1, le titre c'est La doudoune Jotte. Jotte, c'est une marque un peu chère. Alors, si je devais décerner le César du producteur de cinéma le plus cuistre, compliqué. Je me souviens d'un de ces types, c'était à Paris, bien sûr, des bureaux quelconques. Mon projet n'était certes pas évident à vendre. Je saute des passages qui ne sont pas intéressants et pas bien. Il est bien vendu, là. Non, mais il raconte son projet de série. En fait. J'avais situé l'action de mon histoire dans une ville moyenne de province, choisie au hasard, Niort. Le con qui m'a reçu avec une trentaine d'années, les cheveux de Mike Brandt et le regard d'un physionomiste de boîte de nuit à qui on soumet un exercice de trigonométrie. Il portait une chemise à fleurs qui faisait de lui un producteur cool. Pas de costume, pas besoin de ça pour être bon. Mais si vous pensez que la chemise à fleurs suffit à ce genre de type, vous vous gourrez. Les 3 boutons supérieurs étaient défaits et dévoilaient des pectoraux entretenus à la salle, une pilosité virile et évidemment un tatouage. Pas évident de voir le dessin, Mike Brandt soutenant mon regard pendant que je parlais. J'ai cru qu'il tentait de me faire un fond de l'œil par télépathie. Le tatouage, pas sûr, mais je crois que c'était des fleurs. Comme la chemise, une obsession. Il aurait voulu être fleuriste, manque de bol, il est devenu producteur. Est-ce qu'il va défendre les projets comme ça chez Arte, Canal ou Netflix, déguisé en bouquet? Lorsque j'ai achevé de lui exposer le pitch de la série et les grandes lignes des arches narratives de mon personnage, il a joint les mains devant sa bouche, les index dans les trous de nez. Il réfléchissait. Et puis, c'est important, Niort? Pas vraiment, je réponds. L'idée est de prendre une ville moyenne dont on parle peu, une ville bourgeoise sans histoire. Ok, et pourquoi pas Grenoble? Donc là, c'est la fin du dialogue. Et pourquoi pas une tournante sur ta mère dans une cave à Saint-Ouen? Je suis désolé pour ces... Des anecdotes comme celle-là, j'en ai des centaines. Les mecs, aucune culture cinéma. La littérature, je n'en parle même pas. Des champions de la chemise et des chaussures pointues. Amoureux fous de leur personne. Au point que, s'ils étaient assez souples, ils passeraient leur nuit à se faire des anulingus à eux-mêmes. Ajoutez à cela leur certitude absolue d'avoir des idées de génie. Ton histoire est extra, mais le policier, ce serait pas mieux s'il était boulanger? Et gay aussi. Un artisan boulanger gay. Jean-Jacques Schneider, je le connais peu. Je ne suis venu que 2 fois au siège du GC, à Neuilly. Il doit avoir 60 ans. Il est gros, gras, les joues rougies et gonflées par la bouffe et les grands vins. Un jean, des Stan Smith, un sweat à capuche Christian Dior, une caricature. Imaginez Gérard Larcher avec les fringues de Julien Doré. C'est Jean-Jacques. Il est marié à une certaine Shirley, américaine qui n'a pas 38 ans et qui a bien mené sa barque, puisqu'elle lui a donné un fils âgé de 10 ans. Elle sera à tout jamais la mère de son enfant. Elle contemple les millions d'euros qui gambadent sur leur compte bancaire. Merci. J'essaie de voir si je peux aller plus vite parce que j'ai eu l'énorme coup de bol de rencontrer Yann au café de la SACD. La SACD, c'est comme la SACEM,
pour nous. Et ils ont de superbes bureaux à Paris, dans le 9e, dans un hôtel particulier. Et c'est des bureaux auxquels on peut aller pour travailler, les scénaristes, tout ça. Enfin voilà. Yann est l'un des scénaristes les plus connus de France. Pour une raison que j'ignore, il a estimé que je serais un excellent co-scénariste pour sa prochaine comédie, que réalisera son complice de toujours, le réalisateur Ludovic Houard. À eux deux, en 20 années de collaboration, ils comptabilisent un peu moins de 50 millions d'entrées en salle. Et en plus, ils sont sympas. En tout cas, en m'embarquant avec eux dans cette écriture, ils sont en train de changer ma vie. D'ailleurs, à la SACD, quand les scénaristes qui glandent à la buvette me voient avec Yann, je sens une jalousie. Je comprends. Il y a 6 mois encore, traîne latte comme eux, et je passais mon temps à pleurnicher. Je bitchais sur les producteurs qui ne prennent jamais aucun risque et font systématiquement travailler les mêmes scénaristes. Les films se ressemblent, tu m'étonnes. Et il suffit qu'un acteur prenne de l'ampleur pour qu'on lui confie tout, de l'écriture à la réalisation. Ainsi, des mecs comme Danny Boone ou Franck Dubosc se prennent pour Claude Chabrol alors que, bah non. Voilà ce que je pensais il y a 6 mois. Maintenant, j'en suis. Je trouve que Danny Boone, c'est pas si mal. Dubosc, un type épatant. Le meilleur réalisateur de comédie depuis Francis Weber. Et Yann, scénariste en chef du Tout Paris, envié à crever, jalousé, mon nouveau pote. Voilà, il décrit le film qu'ils veulent faire, mais on s'en fout. Voilà. S'ils veulent faire une comédie sur le catch. Et le héros sera une ancienne gloire des années 80 du catch. Nous avons rendu une première version du scénario dialogué. La réunion, là, c'est pour déterminer ce qui cloche, ce qui est bien, ce qu'on gardera et ce qu'on va virer dans la version 2. J'avoue, je n'emmène pas large, au dernier étage des locaux du GC. Petite précision, j'ai vécu cette réunion. Comme chez tout bon producteur qui se respecte, au fond du bureau de Jean-Jacques se trouvent 3 canapés que nous occupons. Virginie, responsable artistique et chargée de développement cinéma et série, nous apporte des cafés. Avant d'aller développer je ne sais quoi, je ne sais où ailleurs à l'étage de la direction. J'ai ouvert mon ordi, prêt à prendre des notes, quand Jean-Jacques nous annonce une fantastique nouvelle. Ils se sont baignés dans la piscine ce week-end à Ré. Les gens normaux disent île de Ré. Les Rétais, eux, se contentent de dire Ré. C'est une sorte de code comme les motards qui se croisent sur les routes et se tendent la main. Eux, ils se tendent la Ré. On fait une petite pause. Alors, je pense que j'ai du mal à comprendre pour la piscine car nous sommes en février et je n'ai pas entendu parler de canicule hivernale. Mais Jean-Jacques ajoute, on chauffe la piscine à 28 toute l'année pour Nick, mon fils. Le maître nageur vient à la maison, j'ai pas envie qu'il se déplace pour rien, tu vois. C'est sûr qu'on vient Ludovic. Et toi Yann, de savoir Jean-Jacques, tu chauffes ta piscine? Non, mes gamins sont grands, puis à Roussillon, il n'y a pas besoin. Yann me regarde et sourit, conscient que les considérations sur les piscines de résidence secondaire m'intéressent peu, moi qui suis locataire d'un 27 mètres carrés à Nation. Yann est prévenant et d'une certaine façon emmerdé rapport à ma situation. Pourtant, il n'est pas du tout responsable, au contraire. C'est grâce à lui si je suis dans ce bureau, à Neuilly, à écouter Jean-Jacques nous expliquer comment on apprend à nager à un enfant qui porte un prénom de blaireau. Je connaissais la version on te jette aux 4 mètres et tu te débrouilles pour revenir au bord. C'est une autre école. Enfin, Jean-Jacques frappe dans ses mains et se les frotte au-dessus de la table basse, donnant l'impression d'être à un feu de camp. Nous allons nous mettre au boulot, ça veut dire. Bon les gars, j'ai pas une bonne nouvelle pour le casting. Vas-y, dit Ludovic. Gérard refuse le rôle. Gérard, je ne peux m'empêcher de demander. L'an 20, me répond Jean-Jacques. Il a dit, moi vivant, vous ne me mettrez jamais en slip dans un film. Yann s'agace. Il a cru qu'on le voulait mort, il est con quoi. Il a vraiment dit ça? Oui, désolé. Mais il n'a même pas lu le scénario. Je sais, mais c'est comme ça, tu sais comment ça marche. C'est les acteurs. Bon, ok, la suite, c'est quoi, veut savoir Ludovic? Bah, il n'y a pas de suite. Pour ce rôle, c'est Gérard Lanvin. Il n'y a que lui. On n'a pas Lanvin, il n'y a plus de film. Pour Jean-Jacques, Ludovic et Yann, c'est juste un projet qui ne se fait pas. Ça leur est arrivé 100 fois. Ils vont trouver une autre idée, partir sur quelque chose de différent. Pour
Pour moi, c'est l'échec de trop, l'échec ultime. Je crains que ce ne soit la fin de ma carrière de scénariste. C'est presque fini. Hein. À un peu moins de midi, la réunion est terminée. Jean-Jacques quitte les lieux lui aussi. Il a un déj avec Christian Clavier. Cette phrase est lunaire. Dans l'étroite cabine d'ascenseur, je veille à ne pas marcher sur le chien de Jean-Jacques, que Jean-Jacques tient en laisse et qui l'accompagne partout, y compris à un déj avec Christian Clavier. L'animal, un chihuahua, n'est guère plus gros que les rats des buts de Chaumont. Et hargneux, le machin. Il a décidé que j'étais un intrus et mordit le bout de ma basket, ce qui amuse Jean-Jacques, abruti. Comment peut-on avoir autant de suffisance en ayant le physique d'un sénateur sénile et l'humour de Michel Onfray? Le chien, petite merde poilue et ridicule, est parvenu à planter ses dents dans mon gros orteil à travers le cuir. Nous sortons de l'immeuble. Yann est mal pour moi. Il est le seul à disposer d'empathie dans cette fine équipe. Il me propose: je dois repasser à la SACD, tu veux profiter de mon taxi? J'accepte, évidemment. Ainsi, je vais rejoindre mes frères, ceux que j'ai abandonnés ces derniers mois, les scénaristes sans projet. La valse des bises, Jean-Jacques très fort à ce petit jeu. Je me plie à l'exercice. Dans le cinéma, dès qu'on a échangé 2 mots, on ne se serre plus la main, on s'embrasse. C'est la famille. Puis Jean-Jacques s'éloigne, tirant sur la laisse du canidé. Allez Tupac, viens mon grand. Je vois alors que ce bon vieux Tupac porte une doudoune pour chien de la marque Jot. Combien ça coûte, hein? Moi j'ai un blouson Quechua. Alors que Yann aile un taxi qui se range sur le côté pour nous prendre, je me fais cette réflexion terrible. Le chien de Jean-Jacques est mieux habillé que moi. Avant que vous posiez des questions, moi j'ai un petit quiz à vous proposer, Ah oui, un peu décalé. pareil, la surprise. C'est ça, et il faut faire attention parce qu'il y a des questions pièges. Ah, merde. Je suis nul pour les... Il faut répondre très vite. SS Saint-Étienne ou OL? Ah bah ouais, là.